BFM Business, le club du droit, présenté par Laure Closier. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau club du droit. On va parler de SCI aujourd'hui, Société Civile Immobilière. Alors sur internet on trouve plein de conseils, monter sa SCI en 10 minutes, la SCI pour les nuls. Est-ce que c'est vraiment la meilleure solution pour gérer son patrimoine immobilier, pour transmettre? Est-ce que c'est si simple que 3 clics sur internet? On va en parler avec David Ambrosiano, il est notaire, et Vincent Kutkovic, il est CGP. Ils nous diront si c'est si facile, et notre deuxième partie d'émission, bien sûr, on répondra à toutes vos questions. Aujourd'hui, c'est Marie-Hélène Perrault-Augereau-Hu qui y répondra. C'est parti. BFM Business, le club du droit, l'acte de la semaine. Et on va décortiquer les SCI. Bonjour Vincent Kutkovic, vous êtes directeur général de bienprévoir.fr, et David Ambrosiano, vous êtes notaire à Fontaine, c'est dans l'Isère. Alors la SCI, est-ce que c'est aussi facile que 2 clics, David ? Alors non, c'est pas aussi facile que 2 clics. C'est pas très compliqué, effectivement, de constituer une société civile immobilière, mais le plus compliqué, c'est déjà de savoir pourquoi on veut la faire, pour qui on veut la faire, et après, effectivement, on va se poser la question de savoir comment techniquement on procède. Le plus important dans une société civile immobilière, l'une des choses très importantes en tout cas, ce sont les statuts. Et pour la rédaction des statuts, aujourd'hui, c'est très compliqué d'arriver à se passer de l'intervention d'un professionnel qui soit capable de rédiger ces statuts, puisqu'il faudra faire très attention notamment à l'objet social, aux clauses d'agrément de la société, aux apports qui seront effectués, à la répartition des parts sociales et puis surtout la répartition du pouvoir dans la société, puisque... Donc faire un copier-coller sur Google des statuts, un peu comme on a fait une émission sur les statuts d'entreprise, SA, URL, on voit des copier-coller et hop, et en fait ça engage pour le futur, Vincent. Oui, tout à fait. D'abord, je pense qu'effectivement il faut se poser la question, quel est l'objectif en fait, avant de se dire je vais monter une SCI, mais pourquoi faire? Est-ce que c'est dans un objectif de transmission de mon patrimoine? Est-ce que c'est dans un objectif d'organisation de mon patrimoine? Et puis surtout, on peut faire des erreurs qui peuvent coûter cher par la suite, parce que si on se trompe ou si on adopte le mauvais montage et que là, derrière il y a un abus de droit, ou d'une certaine manière il y a le fisc qui peut revenir en considérant que on a effectivement engagé son patrimoine sur le mauvais véhicule, et qu'on a détourné l'objet de la SCI, à ce moment-là on risque gros. Donc je pense qu'effectivement on fait pas ça sur internet en 2 clics. Alors l'objectif quel est-il, et surtout à partir de combien de personnes on fait une SCI, à partir de combien de biens? Je suis tout seul, j'achète une chambre de bonne. Pas forcément une SCI, il faut être 2 déjà pour faire une SCI. Le minimum c'est 2. Alors pourquoi faire une SCI? Déjà pour ceux qui veulent éviter les règles de l'indivision quand on veut acheter à plusieurs. Alors ça peut être soit pour investir, par exemple pour faire du rendement, on achète des appartements qu'on va louer, mais aussi 3 couples d'amis qui souhaitent acheter une maison de vacances, une résidence secondaire. La SCI est véritablement le bon véhicule, comme Vincent disait, pour effectivement acheter et éviter les règles de l'indivision. À plus de 2, ça devient intéressant parce qu'on a des règles de majorité qui vont s'appliquer. Quand on est 2, que ce soit en indivision ou en SCI, les règles sont un petit peu quand même l'unanimité, parce qu'avec 2 associés, surtout dans un contexte un peu familial, c'est un petit peu compliqué de prendre des décisions tout seul. Et puis ça peut être également le chef d'entreprise, l'entrepreneur qui a envie de dissocier son patrimoine professionnel, son activité économique, des locaux d'exploitation qu'il souhaite conserver dans son patrimoine privé pour non seulement les protéger, mais éventuellement se faire un complément de retraite par la suite. Puis enfin, la SCI aussi, c'est dans un cadre familial que l'on peut la retrouver. On la retrouve chez nous, en tout cas les notaires, très souvent dans un cadre familial, avec une option, enfin une vision, si vous voulez, d'organisation du patrimoine pour une meilleure transmission par la suite. Mais alors pourquoi pas faire une SCF dans ce cadre-là, une société civile familiale? Alors, une SCF, une société civile familiale, on peut avoir tous les acronymes possibles, mais une société civile... C'est pareil. C'est pareil en fait. La société civile, on lui rajoute un I pour immobilier. Bien souvent, on fait des SC, ce qu'on appelle des sociétés civiles, qui sont tout à fait aptes à ce moment-là dans leur objet social à détenir par exemple un portefeuille de valeur mobilière, un contrat de capitalisation, c'est-à-dire pas simplement de l'immobilier. Donc à partir de 2, mais peu importe le bien, c'est pas une question de gros patrimoine, de plusieurs biens. Alors, ça dépend du bien, mais également une fois de plus de l'objectif. S'il s'agit par exemple de vouloir intégrer dans une SCI un parc locatif qu'on détient d'ailleurs peut-être déjà, de transmettre ce parc locatif, donc d'immobilier locatif, c'est pas la même chose que si on veut y mettre sa résidence principale. Je pense qu'il faut être, une fois de plus, il faut bien se poser la question de quel est l'objectif à l'origine
Quelle est notre ambition? Souvent, sans vouloir mettre les pieds dans le plat, il est un peu fiscal quand même, l'objectif, même s'il ne doit pas être que fiscal, parce que sinon il peut y avoir un abus de droit. Je pense pas. Je pense qu'aujourd'hui, par exemple, si on regarde un peu la préoccupation des épargnants, des gens qui détiennent un certain patrimoine, c'est pas seulement fiscal, c'est en premier lieu la transmission. D'ailleurs, aujourd'hui, la transmission, c'est le premier objectif, un des premiers objectifs en tout cas, lorsqu'on regarde les études des épargnants. Donc pour moi, c'est plutôt la transmission et l'organisation du patrimoine avant l'enjeu fiscal, parce que fiscalement, de toute façon, si vous allez trop loin, vous serez rattrapé. Donc je ne pense pas qu'il faut avoir pour objectif de monter une SCI pour chercher un intérêt fiscal. Donc les statuts, c'est très important. Quelles sont les règles à avoir en tête, les questions à se poser? Alors très important, si on est dans une société familiale par exemple, dans un but d'organisation et de transmission, la SCI va permettre de bien distinguer l'avoir du pouvoir. L'avoir, ça va être la SCI, qui sera désormais détenteur du bien. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on rappelle souvent aux parents qui apportent des biens immobiliers à une SCI ou qui achètent par le biais d'une SCI, c'est que vous n'êtes plus propriétaire des biens, c'est la société qui est propriétaire et vous êtes soumis aux droits des sociétés. C'est-à-dire que vous devez avoir une comptabilité annuelle, vous devez avoir également des assemblées générales d'approbation des comptes et n'oubliez jamais, c'est ce qu'on leur répète, que si vous avez un contrôle fiscal demain, la première question que vous posera l'inspecteur des impôts, c'est sortez-moi le registre des délibérations et sortez-moi la comptabilité de la société. Donc la comptabilité. Donc il vous faut un classeur avec tous les ans. Exactement, une assemblée générale, elle doit fonctionner comme une vraie société, faire une déclaration fiscale également annuelle. C'est pour ça qu'il ne faut pas négliger aussi quand on constitue, je rejoins l'avis de Vincent qui dit mais quel objectif poursuit-on? Il faut le faire dans un objectif qui est véritablement avéré et savoir derrière qu'il y a des frais d'administration et des frais de gestion de la société. Chose très importante donc sur le pouvoir de la société, bien déterminer dans la société ce que le gérant pourra faire ou ne pourra pas faire. Quelles sont les limites à ces pouvoirs? Est-ce que pour certains actes importants, comme la vente d'un bien immobilier, l'acquisition, l'emprunt, ça sera soumis ou pas à l'autorisation? Ça se décide. Ça se décide dans les statuts. Dans les statuts, bien évidemment. Et donc ça permet également aux parents, dans le cadre d'une SCI familiale... Ils sont souvent gérants, du coup. Ils sont souvent gérants, de pouvoir non seulement ne plus avoir l'avoir, garder tout le pouvoir, et de pouvoir gérer un petit peu librement la société comme ils le souhaitent, même après un démembrement de propriété, même après avoir donné des parts sociales aux enfants, ils peuvent complètement organiser de manière extrêmement opportune le pouvoir au sein de la société. Et donc le gérant a le pouvoir, quoi. Le gérant a le pouvoir, et je dirais même mieux... C'est important de décider qui est le gérant d'une certaine manière. Exactement. Sauf que c'est pas un vote, c'est pas démocratique comme Mais ce qui est très important, c'est que dans la SCI, je peux avoir, j'ai la cinquantaine, la soixantaine, toutes mes facultés, avoir effectivement organisé les pouvoirs pour que je puisse gérer la société, mais à l'aube de ma vieillesse, à l'aube de ma dépendance éventuelle, je pourrais faire en sorte aussi de continuer à percevoir les revenus, mais que le pouvoir appartienne à quelqu'un d'autre, à l'un de mes enfants par exemple, qui pourra être demain gérant de la société. Et on peut virer le gérant de la société? Comment on peut faire si le gérant est irrévocable? Je pense que oui, bien sûr, c'est faisable, mais je pense que l'objectif... des fautes. Pardon? Faut qu'il ait commis des fautes. Oui, mais en tout cas, l'objectif, c'est a priori, c'est de trouver une forme de consensus. Si on s'engage dans une SCI de famille, l'objectif, c'est de rechercher le consensus et d'éviter ce genre de situation. Mais oui, c'est faisable. C'est clair. C'est violent. Faut avoir fait des fautes prouvées. C'est heureusement rare. Vous avez parlé de l'indivision tout à l'heure. Je ne peux pas faire un club du droit depuis qu'on a repris cette émission sans qu'on me dise que l'indivision est une petite horreur et que le code civil est absolument contre. Ça ne fonctionne jamais. Il faut toujours se structurer autrement que l'indivision. C'est vraiment ce qu'il faut éviter à tout prix. On a l'habitude de dire que l'indivision, c'est la pire façon de détenir la propriété d'un bien immobilier. Oui, voilà, c'est ce que je voulais dire, en moins bien. Je suis d'accord, oui et non. Prenons un exemple. Si vous êtes que deux à faire l'acquisition d'un bien immobilier et que vous ne vous entendez pas, à mon sens, que vous soyez en indivision ou dans une société civile immobilière, votre problématique, elle ne va pas se régler de façon aussi simple en société civile. La société civile, je pense qu'elle a son véritable intérêt pour éviter les problématiques de mésentente à partir de plus de 2 associés, où on peut dégager une majorité. L'indivision n'est pas forcément une si mauvaise façon de détenir une propriété immobilière quand on s'entend bien. Dans l'hypothèse où les indivisaires s'entendent parfaitement, c'est même la plus simple.
Il n'y a pas de frais de constitution, de gestion, d'administration. Enfin... L'enjeu arrive souvent au moment de la transmission. Le blocage peut arriver au moment de la transmission. Donc même si on s'entend bien, une fois de plus, la transmission est quand même au cœur des préoccupations des familles aujourd'hui. Et si derrière, au niveau de la transmission, il y a un problème, à ce moment-là, ça peut être un caillou dans la chaussure, l'indivision. Alors sur si tout va bien, ça marche. L'indivision, ça va. Aussi. Ça fait du bien à l'indivision d'entendre ça. La première fois que vous entendez. On dit beaucoup de mal ici de l'indivision. Sur la question de la transmission, est-ce qu'on peut faire du sur-mesure comment on structure correctement une SCI avec cet objectif de transmission de patrimoine? Alors, je pense qu'aujourd'hui, effectivement, on peut faire du sur-mesure. Et je rajouterai, donc, pour répondre à votre question, c'est comment faire de la transmission. Donc, c'est par exemple organiser la transmission à un moment où les parents peuvent décider, par exemple, de vouloir liquider une partie de leur patrimoine. Je prends un exemple, un couple de soixantenaires a un patrimoine studio qu'ils louent, constitué de studios qu'ils louent, 500 000 €. Ils peuvent décider de vouloir commencer à transmettre ces biens-là à leurs enfants. Ils le mettent dans une nouvelle SCI et ils vont faire en sorte que la SCI obtienne un crédit. Aujourd'hui, les taux sont très bas, donc ça c'est extrêmement attractif et on voit beaucoup de demandes de montage de ce type-là aujourd'hui, ce qui permet d'une certaine manière d'abord d'organiser mieux la transmission pour éviter que la transmission se fasse plus tard, à un moment peut-être plus délicat où les enfants n'auront peut-être pas les disponibilités permettant de faire face aux droits de transmission. Et puis surtout, ça permet aux parents aujourd'hui de faire ce qu'on appelle du cash out, de liquider une partie de leur patrimoine, donc de récupérer la valeur de leur patrimoine pour éventuellement le placer dans une enveloppe d'assurance vie ou quelque chose comme ça. Et ça, c'est des montages aujourd'hui qu'on voit beaucoup, qui explosent d'une certaine manière parce que les taux sont très bas, que l'immobilier se valorise très bien et que par contre, en cas de transmission, un parc immobilier qui se valorise bien, ça veut dire des droits de transmission aussi importants. Donc voilà par exemple une solution pour transmettre dans de bonnes conditions. Donc là, dans ce cas-là, vous avez transmis un certain nombre de biens immobiliers que vous avez mis dans la SCI, vous ne payez pas de droits de succession à aucun moment ? Si, vous allez payer, mais vous allez avoir le jeu de la dette qui va vous permettre de réduire cette partie-là. Et puis surtout, vous allez les droits de transmission vont arriver à un moment où les enfants auront déjà détenu depuis un certain nombre d'années en fait ce bien-là. Ils les auront récupérés dans leur patrimoine plus tôt, ce qui fait qu'avec les abattements, ils vont réduire leurs droits. Vous voulez rajouter ? Si je peux me permettre, je vous en prie. De tordre aussi le cou à une... Je suis tout à fait d'accord avec Vincent, et tordre le cou quand même à une remarque habituelle qui revient souvent. La SCI, c'est pas de la magie. On ne peut pas faire de la magie fiscale avec de la SCI. Très souvent, on entend dire que la SCI va nous permettre d'économiser de l'impôt, etc. C'est pas vrai. La SCI, elle ne permet pas d'économiser de l'impôt. La SCI, elle vous permet de faire un montage éventuellement patrimonial tout en respectant les règles d'abus de droit qu'il ne faut pas transgresser, bien évidemment, qui vous permettra, avec notamment du démembrement de propriété, d'arriver à mieux organiser la transmission de votre patrimoine. Et là, il y a un effet de levier intéressant. Mais au-delà de ça, les abattements fiscaux, notamment en matière de donation ou de succession, ils restent les mêmes, que ce soit en SCI ou pas en SCI. Donc il ne faut pas penser que la SCI est un atout fiscal en elle-même. Elle peut être un atout en ce qu'elle permet d'organiser par la transmission des parts sociales plutôt que des immeubles de valeurs différentes, mieux son patrimoine auprès des enfants. Donc il y a un intérêt, mais c'est un intérêt qui est combiné à, on va dire, à un montage, à une vue d'ensemble beaucoup plus large que ça. C'est pas la SCI en elle-même qui est l'atout fiscal. Ça permet de faire porter à ses héritiers une partie du patrimoine. On parlait tout à l'heure de faire un emprunt. Ça permet, de faire profiter des conditions de taux avantageuses. Et de le financer, de préparer en fait ces coûts de transmission. Oui, surtout, et puis si la société emprunte et qu'il y a une assurance décès invalidité qui est prise sur la tête en plus du parent qui gère la société et qu'un décès survenait avant le remboursement de l'emprunt, en plus il y a une assurance qui est prise. Ouais. Est-ce qu'on peut tout faire après avec sa SCI ? On peut faire de la location non meublée, on est libre ? Malheureusement non, on ne peut pas faire. En tout cas, vous allez trouver là de tout sur Internet aussi. Certains vous diront que vous pouvez faire de la location meublée. Il faut savoir qu'aujourd'hui c'est plutôt proscrit. Et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est une vraie préoccupation puisque les gens se rendent bien compte que, on parlait tout à l'heure de résidence secondaire, une résidence secondaire qu'on veut essentiellement louer dans le cadre d'un montage de type Airbnb. Pas de Airbnb non, dans de la SCI. c'est a priori ça s'y prête pas. Alors après, certains vous trouvez des astuces pour contourner. Moi, je conseillerais de ne pas le faire et donc d'éviter ce genre de montage dans le cadre d'une SCI.
SCI. Tout à fait. Mais quel est l'esprit de la loi derrière L'esprit de la loi, c'est qu'en fait, ça devient. En fait, le sujet, c'est que ça devient une activité commerciale. Je résume, mais ça devient une activité commerciale. À ce moment-là, vous basculez à l'impôt sur les sociétés, et en général, c'est pas très attractif pour les personnes privées de basculer à l'impôt sur les sociétés, parce que certes, l'IS est plus bas, mais vous avez des dividendes à payer si vous voulez récupérer des revenus derrière. Donc, puis vous avez d'autres inconvénients, mais voilà l'essentiel du point d'achoppement, disons, pour la raison pour laquelle aujourd'hui, on ne peut pas être dans le cadre d'une SCI, faire de la location meublée. En général... Voilà, la location meublée, fiscalement, c'est une activité commerciale et la société, elle est civile. Donc pas d'activité commerciale. Pas commerciale. Est-ce que je peux revendre tout de suite ? Oui, vous êtes libre de revendre, bien évidemment, après d'avoir acheté. Et puis, ça, pas de problème. Non, pas de problème particulier. Il y a simplement à gérer votre plus-value immobilière si vous en avez dégagé une. Mais je dirais que ce n'est pas un problème si vous avez fait de la plus-value. Faire de la plus-value, en général, c'est pas vraiment un problème. Actuellement. Actuellement, oui, c'est ça. Dans le futur, on ne sait pas. Peut-être que ça sera taxé. Ou peut-être qu'il y aura moins de plus-value à faire, mais c'est pas ce qu'on espère. Pour l'instant, on n'en sait rien. Voilà, vous savez tout sur la SCI. Attention à ce que vous lisez sur Internet. Conseillez et prenez conseil autour de vous. Merci beaucoup à tous les deux. Je rappelle, David Ambrosiano, que vous êtes notaire, et Vincent Kutkovic, vous êtes CGP chez, j'ai oublié, bienpouvoir.fr. Merci beaucoup à tous les deux.